Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. Le jury du dimanche revient et s'honore de recevoir un nouvel invité qui répond aux questions sans détour. C'est le premier numéro en effet de JDD en ce nouvel an. L'année commence un peu comme elle s'est terminée pour le PASTEF. Dans la douleur, il y a eu la dissolution, la prison, puis l'élimination. Notre invité de ce jour est Moustapha Sarré, secrétaire national chargé de la formation et directeur de Darey Cheikh Anta Diop. C'est un peu l'école du parti de ce que donc fut le PASTEF. Merci beaucoup donc Monsieur Sarré d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de ce jour. Merci Hassan, je suis particulièrement honoré d'être le premier invité de cette émission qui est devenue par la force des choses une des classiques de la scène médiatique, surtout politique de notre pays. Et c'est le lieu de vous remercier, de remercier le groupe et de remercier tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. De souhaiter une très bonne année, en tout cas meilleure que toutes ces 12 dernières années que nous avons vécues au Sénégal. La souhaiter à tous nos compatriotes. Souhaiter que cette année-ci soit une année de paix, dans laquelle on organisera une élection présidentielle inclusive, transparente et dans la paix. Voilà en gros ce que je voulais dire en guise d'introduction. Donc vous parlez toujours d'inclusivité ou d'inclusion. Oui, absolument. Absolument. Il faut une élection inclusive pour que la paix règne dans ce pays-là. Je crois qu'il est anormal que dans notre République, à chaque fois, depuis l'avènement de ce pouvoir dirigé par le président Macky Sall, à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, eh bien, l'opposant le plus en vue soit emprisonné et empêché de participer à cette élection présidentielle. Ça, c'est un véritable problème et il faut bien que, justement, qu'on arrête cela. Et on doit commencer dès à présent parce que celui qu'on veut empêcher de participer à cette élection-là n'a absolument rien fait pour ne pas y participer. Il a déposé un dossier complet au Conseil constitutionnel. Il est toujours électeur et éligible et personne ne peut expliquer aujourd'hui qu'il soit empêché de participer à cette élection, d'autant plus qu'il constitue l'ultime espoir des Sénégalais et surtout de la jeunesse qui, dans le désespoir le plus total, brave la mer pour aller mourir dans l'océan. Je crois qu'il est temps de mettre fin à tout cela. Et mettre fin à tout cela, c'est demander au président de la République, à la justice, d'accepter enfin la candidature de Ousmane Sonko. Voilà, dossier complet, ce n'est pas ce que dit le Conseil constitutionnel, parce qu'il n'y a pas eu la caution. Donc, élimination d'office. Oui, c'est avec étonnement que nous avons entendu dire que le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Ousmane pour dossier incomplet. Le mandataire de Ousmane Sonko a déposé tout ce qu'on lui avait demandé, en tout cas tout ce qui était à sa possession. Il n'y avait pas une seule pièce qui avait manqué dans ce dossier-là. C'est 9 pièces. Et les 2 pièces qui pouvaient poser problème, c'était le parrainage et la caution. Et quand on se base sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ça devait passer comme lettre à la poste. Parce que n'oublions pas qu'en 1998, le même problème s'était posé avec Insa Sankaré qui n'avait pu produire une attestation du trésor public. Et ceci relevant justement de la faute du ministère, du ministère donc de l'économie et des finances, du trésorier d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a accepté le dossier de Insa Sankaré parce que simplement ce dernier avait produit un constat d'huissier montrant que lui-même il était présent avant le délai imparti au candidat. Et cette jurisprudence-là, je crois que cette fois-ci,
Le Conseil constitutionnel l'a violé et ça devait permettre à Ousmane Sonko de voir son dossier recevable. Monsieur Sarr, est-ce que vous vous êtes pas un peu bercé d'illusions en vous accrochant en fait, une candidature illusoire? Ou est-ce que vous voulez perturber le processus, retarder les gens, tout en sachant que votre champion ne sera pas de la partie? Question particulièrement étonnante, puisque nous considérons que jusqu'au moment où nous vous parlons, rien ne doit empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Même les charges là qui pèsent. Mais écoutez, ce qui se passe, nous tous nous le savons, nous avons en face de nous des adversaires qui ont fait de cette candidature une question de vie ou de mort. Et ils n'ont pas hésité d'utiliser toute l'administration, y compris les forces de défense et de sécurité, la justice, l'administration d'une façon générale, pour empêcher la candidature de M. Ousmane Sonko. Et nous tous, nous savons qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher de participer à cette élection. Il est toujours candidat, il est toujours éligible, il est toujours électeur et éligible. Il n'a pas été condamné jusque-là définitivement, à part cette histoire de diffamation. D'ailleurs, on va déposer un rabat d'arrêt dès la notification de l'arrêt de la Cour suprême. Il n'a pas été condamné dans l'affaire Sweet Beauté. Pour le troisième dossier judiciaire qui le concerne, c'est toujours en instruction. Donc, M. Ousmane Sonko est toujours éligible au sens du droit. En tout cas, au sens du droit, il est toujours éligible. Maintenant, la Cour suprême a eu un comportement tout simplement étonnant en disant qu'il avait déposé un dossier incomplet. Vous avez beaucoup d'énergie parce que vous aimez à fréquenter un peu les juridictions. Mais quand on aime son pays, on doit se doter de beaucoup d'énergie, mon cher ami. En fait, la question était, est-ce que Ousmane Sonko ne s'est pas auto-éliminé lui-même en choisissant le rapport de force? Il est tout aussi étonnant de vous entendre dire qu'il a utilisé les rapports de force pour résister. Vous savez, avant de parler des conséquences, il faut parler des causes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais on ne va pas refaire l'histoire. Ah non, il faut bien refaire l'histoire pour que les Sénégalais comprennent pourquoi, justement, il y a eu ce que vous appelez rapport de force. Vous savez très bien que dès la création de PASTEF, en 2014, nous nous étions donnés comme credo, n'est-ce pas, de faire une opposition documentée et argumentée. Nous avions commencé à poser les questions qui intéressaient les Sénégalais. Et à chaque fois que nous parlions des choses aussi importantes que les impôts, les ressources naturelles, les questions de souveraineté, on nous opposait une diabolisation indescriptible. Il y a aussi eu beaucoup de déballage. L'opposition de déballage, est-ce que ça c'est de l'opposition? À quoi sert une opposition si ce n'est de, disons, détruire ce qui ne devait pas être dans la marche de la République? C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition, son rôle, c'est de dénoncer et de faire des propositions. Dans la dénonciation, effectivement, nous ne dénoncions que ce qui était anormal, n'est-ce pas? Comment on dilapidait l'argent du pays en mettant des niches fiscales un peu partout, les remises fiscales, les exonérations tous azimuts, en dilapidant les ressources naturelles, n'est-ce pas, en faisant beaucoup de choses qui étaient anormales. Et nous nous étions donnés comme obligation de dénoncer tout cela. À la place de réponses politiques et techniques, on nous a opposé une répression tous azimuts. Ousmane a été radié, vous vous en souvenez, en 2016, parce que simplement, il avait cité, n'est-ce pas, une déclaration qu'on trouvait dans le site du ministère de l'économie et des finances en parlant des impôts des députés. Il a été tout bonnement radié de la fonction publique, n'est-ce pas? Avant d'être diabolisé, avant d'être taxé de rebelle pour ses origines du Sud, à cause de ses origines du Sud, on l'a taxé de rebelle, n'est-ce pas? On l'a également taxé de wahhabiste et de salafiste. On l'a traîné dans la boue. Et quand ils ont senti que cela ne pouvait pas prospérer, en 2021, vous vous souvenez bien qu'on a concocté ce complot sordide parlant de viol
répété sur une fille avec des armes. Heureusement que la justice a rejeté ce complot-là, malgré Mais justement... ce que la justice a dit me semble plus grave, la corruption de la jeunesse. Vous savez, ça a été également une chose qui a suscité beaucoup de commentaires, parce qu'une telle condamnation n'a jamais été vue depuis plus de 2000 ans. Ouais, Socrate en a été la dernière victime. Certainement, vous l'avez appris à l'école. Mais peut-être que ce n'était pas la même chose, parce que Socrate, il corrompait un peu les esprits. C'est ce qu'on disait. Là, Ousmane, on dit qu'il corrompait une jeune fille, n'est-ce pas? Mais avec les contradictions, bon, nous n'allons pas refaire cette histoire sordide que l'on doit vite oublier au Sénégal. Disons simplement que voilà une succession de choses qui sont tombées sur Ousmane et on a voulu l'emprisonner, l'embastiller, n'est-ce pas, le faire taire à jamais. Voilà pourquoi il y a eu cet élan de résistance du peuple sénégalais, ce qui est un principe constitutionnel. Et voilà pourquoi les gens disent que, enfin certaines personnes pensent que nous avions installé la violence dans ce pays-là. Avant de parler de notre droit de résistance, je crois qu'il fallait d'abord parler des causes qui ont entraîné cette résistance-là. En tout cas, la résistance, on ne la voit plus. Peut-être les gens sont désabusés, résignés, ils n'ont plus d'énergie. Hier, il ne s'est rien passé quand on a dit qu'il a été éliminé. La résistance est toujours là. Ce que je suis en train de faire, il faut le considérer elle est pacifique, mais elle n'est pas violente. On peut orienter justement cette résistance-là. Elle ne doit pas être uniforme et univoque. Elle est certainement variable, cette résistance-là. Aujourd'hui, ce que demande la résistance, c'est cette résistance judiciaire, cette résistance, disons, informative auprès du peuple sénégalais. Et nous y sommes. Je crois que nous n'avons pas laissé cette résistance-là. Ouais. Nous sommes toujours en train de résister. Voilà, résistance devant la justice. Où est-ce que Ousmane Sonko trouve-t-il l'argent pour s'acquitter de tous les honoraires des avocats? D'abord, je voudrais leur rendre un vibrant hommage à ces braves hommes, à ces avocats qui ont pris la décision de plaider cette bonne cause, j'allais dire gratuitement. Ce pool d'avocats que vous voyez, qui nous viennent de partout, du Sénégal comme de l'extérieur, c'est des gens qui plaident quasi gratuitement, n'est-ce pas? S'ils nous avaient demandé des honoraires, certainement on aurait eu des difficultés pour payer ces avocats-là, mais parce que nous aurions certainement eu des difficultés de mobiliser cet argent-là, mais nous en serions également capables, parce que le peuple sénégalais aujourd'hui comprend que les choses doivent aller autrement. Antérieurement à la création de PASTEF, ce sont les leaders politiques qui finançaient les militants. Voyez-vous, c'est le type de militantisme que nous connaissions. Nous tous, nous avons vécu avec le Parti socialiste, le PDS et les autres. Ce sont les leaders politiques qui finançaient les partis politiques, les militants. Ouais. Et quand PASTEF est né, PASTEF qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour la politique, pour paraphraser quelqu'un, les Sénégalais se sont réappropriés le militantisme. Aujourd'hui, ce sont ces militants qui financent le parti. Et vous avez constaté également qu'à chaque fois que nous organisions des levées de fonds, nous avons battu des records. À chaque fois. Nous avons d'ailleurs fait les frais d'un communiqué à 3 heures du matin lors de notre première levée de fonds, parce que simplement, ça avait surpris tout le monde. En moins de 24 heures, nous avions levé près de 125 millions de francs CFA. C'est ça. Les avocats, s'ils ne vous demandent pas d'être payés, oui, c'est peut-être parce qu'ils seraient, je dis bien, des membres de votre parti. Est-ce que Maître Ciré Clédor Bamba Cissé sont de votre organisation? Rare d'entre eux n'est membre de ce parti. Il n'y a que Maître Babacar Ndiaye, si je ne m'abuse, qui est membre du parti, et Maître Tal. Maître Tal, qui est le porte-parole d'ailleurs du parti. Donc ce sont des philanthropes.
c'est des gens qui, c'est des hommes de valeur qui, face à l'oppression, face à l'arbitraire, ont décidé de se battre pour la bonne cause. Et pourquoi Clédor est mandataire auprès de... On a le droit de choisir n'importe qui comme mandataire. Ousmane aurait pu vous prendre comme mandataire. Non, mais j'aurais refusé parce que je ne fais pas partie de son... Vous aurez refusé, mais oui. d'autres personnes auraient accepté. Ouais. Absolument. Des gens qui pensent que Ousmane était sur la bonne voie peuvent bien accepter. Vous avez le loisir de penser qu'il n'est pas sur la bonne voie, mais d'autres personnes qui pensent qu'il est sur la bonne voie vont accepter d'être son mandataire. Maître Ciré Clédor Ly n'est pas membre de PASTEF, il n'a jamais été membre de PASTEF, et de même que Maître Bamba Cissé et les autres. Maître Camara, je ne vais pas les citer tous, mais aucun d'entre eux n'est membre de PASTEF. Dernièrement, on a parlé de 12 milliards qui viendraient du Qatar. Est-ce que c'est une fiction ou une science-fiction? Vous y croyez, vous? Non, sûr. Est-ce que vous y croyez? Non. Si c'était vrai, vous savez très bien que... si c'était vrai, moi je condamnerais moins Ousmane Sonko que les Qataris. Si c'était vrai. Et vous laisserez indemne l'État du Sénégal. Pensez-vous que 12 milliards peuvent entrer dans ce pays-là sans que l'État ne soit au courant, si véritablement il existe? Je crois que c'est une histoire à dormir debout, que les Sénégalais ont vite oublié d'ailleurs. Moi, je l'avais même oublié, c'est vous qui me le rappelez comme ça. Mais vous savez très bien que c'est de la fiction. C'est tout simplement de la fiction. Quel lien doit-on avoir avec le Qatar pour recevoir cet argent? Et l'accusation est d'autant plus grave qu'elle est plutôt adressée à la communauté mourite. Ce n'est pas Ousmane Sonko qu'on a accusé d'être. On a dit, le député a dit que le Qatar a investi 12 milliards au Sénégal pour corrompre les mourites. C'est ça qui est grave. Non, en fait... Moi, le mourite que je suis, j'ai été particulièrement choqué par cette accusation. Et je crois que tous les Sénégalais, d'une façon générale, et les mourites en particulier, sont choqués par cette accusation. Que les gens ont vite oublié pensant que c'était de l'enfantillage. Non, les mourites, en fait, ils n'ont même pas besoin de cet argent. Ils en ont plus. Donc, question... vous savez très bien que c'est de la fausseté. Bon, moi, je ne fais pas de commentaires sur ce moment. Je ne sais pas. Mais la question, en fait, c'était... Ousmane Sonko aime-t-il l'argent? Quels sont ses rapports avec l'argent? Vous savez, M. Gueye, moi, Ousmane, je l'ai fréquenté et je lui suis très, très proche. Ça, je peux l'affirmer devant les Sénégalais et beaucoup de gens le savent. Le rapport qu'il a avec l'argent est extraordinaire. Voilà un homme qui ne donne aucune importance à l'argent. Ça, je puis vous le dire. Je puis vous le dire. C'est quelqu'un qui, finalement, vit au jour le jour. Qui vit au jour le jour. Il ne donne aucune sorte d'importance à l'argent. Il aurait été un féru d'argent, certainement, il serait milliardaire comme beaucoup de ses collègues des impôts. Vous savez très bien que parmi les fonctionnaires les plus riches de ce pays-là, il y a les inspecteurs des impôts. N'est-ce pas? C'est seulement en Afrique et particulièrement au Sénégal qu'on voit des fonctionnaires milliardaires. Voyez-vous? Mais Ousmane, quand on le radiait en 2016, la déclaration de patrimoine qu'il avait faite, vous vous en souvenez très bien, il n'y avait même pas 230 000 dans son compte bancaire. Ça, c'est suffisant comme preuve pour montrer que c'est quelqu'un qui ne donne aucune importance à l'argent. C'est parce qu'il ne donne pas d'importance à l'argent qu'il n'a jamais été corrompu d'ailleurs. Et Dieu sait que les tentatives n'ont pas été minimes. Il a été à plusieurs reprises l'objet de tentatives de corruption. N'est-ce pas? Donc c'est un homme qui ne donne aucune sorte d'importance à l'argent. D'accord. Aujourd'hui, je rappelle donc que nous recevons dans cette émission du JDD M. Moustapha Sarré, qui est le directeur de d'Areï Cheikh Anta Diop, un peu l'école du parti de ce que fut le PASTEF. Aujourd'hui, avec tous les événements et leur accélération, est-ce que vous n'avez pas de regrets? Moi, je me suis dit, tout ça pour ça. Résistance,
forceps, il y a eu des émeutes, il y a eu beaucoup de violence. L'image du Sénégal a été ternie un peu partout. Vous n'avez aucun regret aujourd'hui parce que vous êtes hors course. Le seul regret que j'ai, moi en tout cas en tant que citoyen sénégalais, c'est d'avoir participé à mettre sur pied le pouvoir que nous avons. Je crois que le Sénégal a toujours été un pionnier dans le domaine de la démocratie. Nous avons toujours été pointés du doigt par le reste du monde comme étant le pays le plus démocratique d'Afrique. Mais depuis 2012, moi j'ai participé à l'élection de Macky Sall. Je n'étais pas structuré politiquement en 2012, mais au moins j'ai pris mon bulletin, j'ai voté pour lui en 2012. Et s'il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir accompli ce geste. Parce que simplement, il a fait reculer la démocratie de façon extraordinaire. Parmi les 4 présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal, chacun d'entre eux a participé à l'émergence de la démocratie. Senghor, de 1960 à 1980, il a été l'artisan du multipartisme, même si c'était un multipartisme limité à 3 courants d'abord et ensuite à 4 courants. Abdou Diouf, en 2000, quand il est arrivé, il a instauré le multipartisme intégral. Il a également participé à l'élaboration d'un code électoral consensuel qui nous a permis d'accéder, d'avoir la première alternance dans notre pays, n'est-ce pas? Abdoulaye Wade, quand il est arrivé, Abdou Diouf également nous a valu l'ONEL, l'ancêtre de la Sénat, n'est-ce pas? Abdoulaye Wade, quand il est arrivé en 2000, mais il a renforcé la démocratie en instituant un boom médiatique. Toutes les radios que vous entendez, toutes les télévisions que vous voyez au Sénégal, on le doit presque exclusivement à Abdoulaye Wade. Mais celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État, qu'est-ce qu'il a apporté dans cette démocratie? Absolument rien. Oui, je ne vous coupe pas. Il semble que vous n'ayez pas écouté son dernier discours. Il a présenté un bilan flamboyant, etc. etc. Vous l'avez écouté au moins. Mais un bilan extrêmement négatif dans son ensemble. Ah que bon? Ce soit ce qu'on présume être le bilan matériel ou bien le bilan immatériel. C'est un bilan, il est global. Hein? C'est à la fois un bilan, c'est un actif et un passif. Mais le bilan est largement négatif. Sur le plan de la démocratie, parlons-en. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de droit est en bonne marche? Non. C'est seulement sous Macky Sall que les opposants sont systématiquement emprisonnés, surtout ceux qui sont en position de le remplacer à la tête de l'État. Karim Wade en a fait les frais, Khalifa Sall également, aujourd'hui Ousmane Sonko. Voilà quelqu'un qui se choisit les adversaires qu'il doit affronter. Abdoulaye Wade ne l'a jamais fait contre lui. Et pourtant, il avait les possibilités de le faire. Abdou Diouf avait la possibilité de le faire avec Abdoulaye Wade. Il ne l'a jamais fait. Senghor pouvait le faire avec Abdoulaye. Il ne l'a jamais fait. Ces gens avaient la chance, comment dirais-je, Abdoulaye Wade avait la chance d'avoir en face, n'est-ce pas, des démocrates. Il avait des adversaires qui étaient relativement des démocrates. Lui, Macky Sall, il avait la chance d'avoir en face de lui un adversaire qui était considéré comme un démocrate. Mais nous, notre malchance, c'est de tomber sur quelqu'un qui, justement, n'est pas un démocrate du tout. Mais je ne vous coupe pas. Comment est-ce qu'on peut être un démocrate quand on a en face une opposition ou un parti qui, ma foi, constitue une anomalie? Votre parti, pour moi, c'était une anomalie. Pour vous? Ah oui, parce que... C'est un commentaire que vous êtes en train de faire. Ouais, bon, c'est un constat. C'est un constat. Ouais. Je crois que... Pourquoi? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes allé le voir en prison depuis? Ousmane? Oui. On n'a pas la possibilité de le voir. Pourquoi? C'est ça l'anomalie. C'est ça l'hérésie dans un état de droit. Pourquoi vous n'avez pas de permis? Mais bien évidemment, on nous interdit de le rencontrer. Mais les gens... Moi, qui suis responsable du bureau politique, chargé de la formation, directeur de l'école du parti, et qui ai des relations d'amitié avec Ousmane, je ne peux même pas le rencontrer. C'est ça l'hérésie. Et pourtant, il y a beaucoup de gens... C'est ça l'anomalie, M. Gueye. L'anomalie, ce n'est pas Pastef.
si vous faites ce genre de commentaires, de constat. Je suis ce genre de Mais constat. pourquoi j'ai dit ça? Je suis étonné que ça vienne de vous. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Et pourquoi j'invoque la prison? Parce que le constat est que depuis qu'il a été arrêté, mais on ne lui souhaite pas la prison, on souhaite rapidement qu'il en sorte. Depuis qu'il a été arrêté, il n'y a plus de violence ou d'insurrection dans le pays. Depuis qu'il a été arrêté? C'est le calme plat. Vous savez... Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous interroge pas? Je vous ai dit tantôt que la résistance n'est pas uniforme. N'est-ce pas? Ce n'est pas un chemin rectiligne comme ça. La résistance peut prendre plusieurs formes. Et vous devez comprendre que chaque situation, chaque contexte, disons, demande une certaine réorientation, une sorte d'ajustement de la résistance. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas ce que vous appelez violence. Parce que nous, ce que vous appelez violence n'est rien d'autre que la conséquence de l'attitude du pouvoir d'en face. Parce que nous n'avons jamais été les premiers à être sur le terrain de la violence. Nous réclamions des manifestations pacifiques. Nous demandions dès le départ un parcours pour Ousmane Sonko d'aller répondre à la justice. On nous l'a refusé. Et c'est en voulant l'embastiller, l'emprisonner, qu'il y a eu cette résistance-là. Maintenant, si aujourd'hui les jeunes, il faut y ajouter ceci, les jeunes ont été particulièrement malmenés par ceux qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui les nervis, qui opéraient aux côtés des forces de défense et de sécurité avec des fusils d'assaut et qui en ont assassiné plusieurs. C'est tout frais dans nos mémoires. Les jeunes ont été par dizaines assassinés par ces gens-là, qu'on a filmés, qu'on a montrés. Vous avez certainement les vidéos vous-même. Tout ça a fait que nous avions l'obligation justement de réajuster notre forme de résistance. Oui, c'est ça. Quand il y a violence, c'est un peu la jungle. Il y a les nervis, il y a les cocktails Molotov, il y a tout. On ne peut rien contrôler. Ah non, c'est parce que vous voulez cautionner l'utilisation de non, mais nervis je aux cautionne... côtés... Non, ah non, attendez, parce que là, je ne vous comprends plus, Guy. Si vous voulez dire que dans une situation de violence, il faut s'attendre à tout, c'est que vous voulez cautionner l'attitude de ces nervis aux côtés des forces de défense et de sécurité. Non, je ne cautionne pas. Moi, je crois que c'est la première chose qu'il faut condamner avant de condamner quelques violences venant d'autres organisations politiques. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est quand on est homme politique et qu'on a autant de succès auprès de la jeunesse, entre guillemets, ce n'est pas le forceps qui est la méthode. La méthode, c'est l'apaisement. Donc, pour moi, c'était ça l'erreur de Ousmane Sonko. Ce pays a besoin d'apaisement. C'est ça. On va continuer. Un autre constat. Je voudrais bien répondre à ça. Mais allez-y. Quand on a la responsabilité de diriger un État, d'avoir avec soi toute l'administration, on a le devoir de renforcer la démocratie, de respecter au moins la loi. Et quand on est à la fois président de la République et président d'un parti politique, quand on vous pose des problèmes politiques, vous avez le devoir de répondre politiquement et non par la répression. C'est ça le problème. Moi, je crois que ce qu'il faut surtout condamner, c'est cette dérive du pouvoir de ne jamais répondre aux questions politiques, mais de toujours vouloir réprimer ses adversaires et de toujours vouloir les liquider. C'est ça le problème, c'est ça l'anomalie dans notre République. C'est ça, mais le respect de la loi, c'est aussi qu'en plein couvre-feu, on ne sorte pas pour aller dans un institut de beauté. Le respect de la loi, M. Gueye, c'est d'abord reconnaître... Peut-être je vous donne des éléments de bon sens, ce n'est pas des commentaires. Moi, je crois que le respect de la loi, c'est de reconnaître à un député le droit de sortir pendant le couvre-feu, de le reconnaître aux médecins, de le reconnaître aux journalistes que vous êtes. Et c'est ça, il faut d'abord respecter ça. On ne peut pas reprocher à Ousmane Sonko, député d'alors, d'être sorti après les heures, n'est-ce pas, du couvre-feu.
moi qui n'étais pas député du tout, qui ne suis toujours pas député, je n'avais pas le droit de sortir au-delà de 20 heures. Je ne suis jamais sorti au-delà de 20 heures. Aucun responsable de PASTEF ne l'a fait. Nous avons toujours été justement à cheval sur le respect de la loi au Sénégal. D'accord. Et pourquoi vous l'appelez ou vous l'appeliez Ousmane Moussalemi ou le Saint? Ça veut dire qu'à vos yeux, il est infaillible. Vous vivez au Sénégal? Ouais. Vous vivez bien au Sénégal? Non, j'ai les pieds qui ne quittent pas le sol du Sénégal depuis très longtemps. Comment pouvez-vous me poser une telle question? Ce n'est pas PASTEF qui l'a appelé Ousmane Moussalemi, c'est le peuple sénégalais qui l'a appelé Ousmane Moussalemi. Mais ça, il faut m'avez-vous déjà entendu, moi, personnellement, je ne sais pas si vous me suivez dans mes déclarations. Si, je vous suis beaucoup. Est-ce que vous m'avez déjà entendu utiliser ce terme, Ousmane Moussalemi? C'est le peuple sénégalais qui l'appelle Ousmane Moussalemi. C'est parce que Dafa Sell aussi. Dafa Sell, c'est-à-dire il a un comportement, disons, assimilable à ceux d'un saint. En vérité, c'est ça. Ousmane, c'est quelqu'un qui est à cheval sur la religion, n'est-ce pas, les règles sociales et surtout. Donc voilà pourquoi les gens disent le surnom Ousmane Moussalemi. Simplement, mais je ne vois pas où se trouve le problème. En tout cas, ce n'est pas ce que dit le juge quand il parle de corruption de la jeunesse. Ce n'est pas ce que dit le juge. Ouais. Oui, enfin, vous savez, on peut bien partager ce que dit le juge ou bien ne pas le partager. Moi, je ne partage pas ce qu'a dit le juge dans ce jugement-là. Je ne le partage pas. Souvent, on nous reproche de critiquer les décisions de justice. On nous dit, oui, quand ça vous est favorable, vous ne dites rien, quand ça vous est défavorable. Non, ce que les gens doivent comprendre, c'est que les décisions de justice, par essence, sont faites pour être critiquées et commentées. Toutes les décisions de justice. Il n'y a pas une seule décision de justice qui soit à l'abri de commentaires et de critiques. Ce n'est pas pour rien que le législateur a créé justement des instances supérieures pour permettre aux condamnés, n'est-ce pas, de se pourvoir en appel ou bien de faire un recours en appel ou bien de se pourvoir en cassation. C'est parce que les décisions de justice doivent être critiquées, commentées et critiquées. Moi, en tout cas, je ne commenterai pas les décisions de justice parce que je ne suis pas un juriste et chacun a sa place et les vaches seront bien gardées. On va avancer un peu. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous en prie. Aujourd'hui, on sent une certaine résignation au sein de votre ancienne organisation, le PASTEF. Vous avez baissé les bras ou c'est la débandade? Ancienne organisation. Écoute, l'organisation existe toujours. Ah bon? C'est un acte administratif qu'il a dissous. Nous avons fait un recours. Et qu'il avait créé aussi. C'est un acte administratif qu'il a dissous. Nous avons fait un recours auprès d'une juridiction de la place et dans la République, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et nous attendons que la justice se prononce pour dire si effectivement PASTEF est totalement, complètement dissous ou non. Est-ce que vous avez baissé les bras? Nous n'avons pas du tout baissé les bras. Si on avait baissé les bras, je ne serais pas ici en train de vous parler, en train de parler aux Sénégalais. Mais ça peut être l'énergie du désespoir. Vous le pensez réellement? Vous le pensez réellement? Regardez, tâtez un tout petit peu le pouls des Sénégalais. Vous voyez très bien que la résistance est toujours là. PASTEF n'est pas un parti qui se résigne. Vous devez certainement constater que jamais dans l'histoire du Sénégal, un parti n'a été autant réprimé, n'a subi autant de pression. Et pourtant, PASTEF est le seul parti jusqu'au moment où je vous parle, qui ne connaît pas de transhumance. Est-ce que vous avez déjà vu un responsable de PASTEF quitter PASTEF pour aller rejoindre le parti au pouvoir? Vous ne l'avez jamais vu, un responsable de PASTEF, le faire. On nous annonce quelquefois des gens, n'est-ce pas, qui à un moment donné avaient fréquenté PASTEF et à dire que oui, ils ont transhumé. Non, je parle des responsables. PASTEF est le seul parti qui n'a pas connu cela. Allez voir les autres partis. Le PDS qui avait pris le pouvoir, qui avait le pouvoir pendant 12 ans, allez au Conseil des ministres. Combien de responsables de PDS trouverez-vous en train de tailler bavette avec le président de la République?
Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Le Parti socialiste du temps également de Abdoulaye Wade et aujourd'hui. Et vous ne verrez pas un seul responsable de PASTEF quitter notre parti parce que la façon dont nous nous engageons est très différente. Nous le faisons avec beaucoup d'engagement et beaucoup de désintérêt. Parce que nous mettons au devant notre patrie, le Sénégal. C'est ça. Et dans les jours à venir, il pourrait y avoir quelques accélérations. Parce que je disais tout à l'heure que vous êtes résigné, mais c'est quand même étonnant que vous ayez parrainé Habib Sy, qu'on respecte, un homme d'État, mais aussi un dinosaure du système, un libéral, etc. C'est-à-dire vous êtes en train de claudiquer là, vous ne savez plus ce que vous faites là. C'est parce que vous êtes en train de confondre système et personne. Le système, il ne faut jamais le personnifier. Habib Sy, c'est votre plan B? Habib Sy, c'est un grand allié de PASTEF. Habib Sy a toujours été à nos côtés, surtout pendant les moments les plus difficiles. Habib Sy, on ne peut pas le considérer comme un homme du système. Un système, c'est une organisation. Ce n'est pas une personne, ce ne sont pas des personnes. Habib Sy a appartenu au PDS, il a occupé de hautes responsabilités dans la République, mais aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir, par exemple, détourné de l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu Habib Sy dans ces magouilles dans lesquelles pataugent beaucoup de responsables, d'anciens responsables du PDS? Vous ne l'entendrez jamais. Est-ce que vous avez déjà entendu Habib Sy, n'est-ce pas, avoir un écart de langage contre, en tout cas, un écart de langage contre un adversaire politique? Vous ne l'entendrez pas. Habib Sy est un allié qui nous a été toujours précieux. Il a été coordinateur de Yewwi Askan Wi. Je ne vois pas pourquoi il ne bénéficierait pas, n'est-ce pas, de l'appui des députés de PASTEF. Je ne vois pas pourquoi. C'est le plan B ou pas? Notre plan reste et demeure Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où je vous parle, parce que nous allons faire un recours. Ce que les gens ne savent pas, certainement, ce que vous ne savez pas, vous, Hassan, c'est que nous allons faire un recours. Parce que je vous ai dit tantôt que le Conseil constitutionnel a violé sa jurisprudence en rejetant certaines pièces du dossier de Ousmane Sonko. Jusqu'à présent, on ne sait même pas ce qu'on reproche au dossier de Ousmane. Ouais. On attend la notification et Inch'Allah, on fera un recours. Et Diomaye Faye, vous n'en parlez plus? Ah si, Diomaye est toujours dans la course. D'ailleurs, ce qui s'est passé aussi avec lui pour les parrainages est tout simplement inacceptable. Pourquoi vos députés ne l'ont pas parrainé? Mais parce que nous sommes persuadés que nous avons de très bons parrains. En quelques semaines, nous avons pu récolter près d'1 million de parrains. On lui reproche d'avoir déposé 12 375 mauvais parrains. Et quand nos techniciens ont étudié justement ces rejets, ils se sont rendus compte que 98% de ces parrains sont bons. Il n'y a que 311 non avec lesquels on a commis quelques petites erreurs. Voyez-vous, et chose bizarre encore, c'est que les principaux parrains qui ont été rejetés nous viennent de Ziguinchor et de Dakar. Voyez-vous, c'est une coïncidence vraiment troublante. Les deux grands bastions de PASTEF. Voilà pourquoi il y a lieu de revoir ce système de contrôle du parrainage et de refonder d'une façon générale notre République. Notre République a besoin d'être refondée. Mais Diomaye Faye, il vit la même mésaventure et même les mêmes charges que M. Sonko. Je ne vous ai pas vu faire le constat que Diomaye a été arrêté à partir d'un simple poste pour un haut fonctionnaire de la République. Mais qu'a-t-il dit? À partir d'un simple... Qu'est-ce qu'il a dit? Même s'il avait dit quelque chose de grave, on aurait dû le traduire devant une juridiction de flagrant délit. D'ailleurs, je ne vous coupe pas. Oui. Vous êtes le directeur du parti. De l'école du parti. De l'école du parti, de ce que fut le parti. Oui. Mais c'est aujourd'hui que je découvre que PASTEF était doté d'une école du parti. Mais c'est parce que vous ne suivez pas PASTEF. Mais parce que vous n'avez jamais suivi PASTEF. Vous savez,
Darey Cheikh Anta Diop a été créé dès l'avènement de PASTEF. Mais on se dit que les gens de PASTEF... Laissez-moi le temps de vous expliquer ce qu'on a fait, hein, n'est-ce pas? Darey Cheikh Anta Diop, le parti avait éprouvé la nécessité de créer une école simplement parce que nous avions voulu faire autrement la politique. Ce que vous ne savez certainement pas, c'est que nous ne pouvons pas former tout le monde. Nous ne formons que les militants régulièrement inscrits dans le parti. Beaucoup de gens qui se réclament de PASTEF ne détiennent même pas une carte de membre de notre parti. Vous voyez dans les réseaux sociaux des gens qui utilisent des effigies de Ousmane, n'est-ce pas, des symboles du parti, et qui se réclament de PASTEF et qui disent n'importe quoi, ça on le voit. Vous avez également vu des faux comptes qui ont proliféré en 2019 d'ailleurs. On en a parlé, RFI en a même parlé, vous vous en souvenez très bien, des faux comptes qui utilisaient des effigies de Ousmane et des symboles du parti pour ternir l'image de PASTEF en injuriant les hommes religieux, en s'attaquant à des adversaires. Voilà. Donc, pour dire simplement que... Mais après, vous ne sortez pas de communiqué pour clarifier, mais vous dites on rien. n'a pas arrêté de le faire. Hassan, je vous demande de nous suivre davantage. Mais Ousmane lui-même, devant le domicile du Khalife général des Mourides, avait fait une déclaration pour dénoncer cela. Moi, je n'arrête pas de faire de telles déclarations. Et dans l'école Darey Cheikh Anta Diop, nous formons des gens qui sont structurés. Le parti est structuré en cellules, à l'échelle du quartier et du village, de sections communales à l'échelle de la commune et de coordination départementale. Ce sont ces gens-là que nous pouvons former. Est-ce que vous avez déjà entendu un responsable de PASTEF ou bien un militant à la base avoir un écart de langage? Ah si, bien sûr. Donnez-moi un exemple. Quel écart de langage a-t-il fait? Ah, mais bon, je ne peux pas me permettre de répéter ce qu'il a dit. Écoutez, simplement, il a donné son avis sur... Non, ça, c'est pas un avis. Il a donné son avis sur la magistrature, simplement. Non. Mais combien de fois s'est-on attaqué aux fonctionnaires, aux fonctionnaires des impôts? Ouais, mais avec des combien mots, de fois s'est-on attaqué aux journalistes que vous êtes? Combien de fois s'est-on attaqué à d'autres catégories socio-professionnelles? Mais vous ne l'avez pas fait. Moi, je n'arrête pas d'attaquer. C'est pour cette raison. Attendez, je n'arrête pas d'attaquer des gens que je trouve... Attendez, soyons clairs. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais depuis qu'on a commencé cette émission... Même si par ailleurs on pourrait, moi je ne le reproche pas, on pourrait lui reprocher un écart de langage. D'ailleurs, le ministre de la Justice de la France a répété presque mot pour mot ce que Bassirou Diomaye Faye a dit. Et pourtant, il n'a pas été inquiété par la justice française. La France est une inspiration pour vous maintenant. La France, il faut reconnaître que c'est une démocratie quand même avancée. Ah ouais, c'est une démocratie avancée. C'est pas vous qui saccagez les Auchan, les France Dégage. Il faut arrêter d'accuser PASTEF de façon gratuite. J'accuse personne. Non, attends, vous êtes en train d'accuser de façon gratuite PASTEF. Vous n'avez jamais entendu PASTEF demander le saccage de Auchan ou bien d'une autre organisation. Non, je veux dire qu'il y a des coïncidences. Parce que là, ce que vous dites est très grave. Là, ce que vous dites est très grave. Il y a des coïncidences. S'il nous venait à l'idée de porter plainte contre vous, certainement, vous auriez des problèmes. Bon, nous n'allons pas le faire. Non, mais vous n'allez pas le faire. Nous n'allons pas le faire, mais quand même, prenez le soin de regarder ce que vous dites. Vous avez actuellement beaucoup de dossiers pour vous occuper de moi, quand même. Ah non, ce que vous dites là moi qui ne représente absolument rien. Ce que vous dites est aussi grave que ce qu'on est en train de nous reprocher. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes en train de mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui nous... C'est ça. De toute façon, ce que je voulais dire, vous vous occupez de l'école du parti, vous avez du pain sur la planche, beaucoup de travail, beaucoup de dossiers. Nous avons beaucoup travaillé. Parce que vos militants sont confondus avec des insulteurs qui insultent tout le monde sur les réseaux sociaux. Et là, vous ne dites rien, absolument rien. Gueye, et là, ça vous coûte des points, ça vous coûte Je vous demande encore une fois de faire attention aux questions que vous posez sous forme de commentaires. Parce que quand même, nous ne sommes pas des insulteurs. PASTEF, son école, Darey Cheikh Anta Diop, a pris la mesure de concocter au moins une bonne vingtaine de modules. Et ces modules, nous les prodiguons à nos militants et responsables. Et parmi lesquels le code de conduite du militant, la connaissance des institutions de la République. Il faut demander aux militants, il faut faire une petite enquête. Demandez aux militants qui sont structurés dans les sections et vous comprendrez que nous avons fait beaucoup de formations. Apparemment, ils ne captent pas.
On va terminer. Et merci, il reste merci pour ces minutes. remarques que je trouve désobligeantes quand même. Merci pour ces remarques que je trouve désobligeantes quand même. Ouais. Ouais. C'est la dernière ligne droite. Il y a le projet, ce que vous appelez le projet. Oui. Il est mort-né ou pas? Il ne peut pas mourir, le projet. Le projet tel PASTEF ne mourra jamais. Ce projet, il est tout plus qu'actuel parce que ce pays a besoin d'être changé et il ne peut être changé que par ce projet. Ce projet, on peut le décrire par cette expression. C'est un Sénégal de développement dans une Afrique en progrès. C'est ça, en gros, le projet de PASTEF. Le projet de PASTEF, c'est de faire en sorte que la démocratie soit une véritable réalité dans notre pays, que l'état de droit existe réellement. Le projet, c'est faire en sorte que le Sénégal soit pointé du doigt sur le plan économique parce que nous en avons les potentialités. Ce projet, c'est de faire en sorte que chaque Sénégalais se sente dans son pays et que les jeunes ne perdent pas espoir pour aller braver la mer, pour aller mourir dans l'océan. Et c'est de faire en sorte que le Sénégal ait besoin de faire venir des gens qui viendront, pas de façon irrégulière, mais régulière quand même, travailler et que tout le monde se retrouve dans notre pays. C'est ça le projet. Projet, certains ont dit qu'il s'agit d'un projet funeste pour le Sénégal. Parce qu'ils y voient dedans toutes sortes de choses. Certains, c'est qui? Nos adversaires? C'est vous? C'est qui? C'est certains? Non, certains, ce sont les observateurs. En tout même cas, pas des adversaires. En tout cas, ce qui est les sûr, observateurs. Parce que le projet, c'est quoi le projet? Je n'ai jamais entendu un observateur traiter de funeste notre projet. Au contraire, ce que je vois, c'est que ça fait l'objet d'une adhésion populaire sans commune mesure. Tous les Sénégalais qui aujourd'hui s'identifient à Ousmane Sonko épousent intégralement ce projet. Et si vous voyez que ces gens-là refusent à Ousmane Sonko la possibilité de participer à cette élection, parce qu'ils savent que dès le premier tour, il les gagne. Si dès le premier tour, il gagne ces élections, cela veut dire que la majorité des Sénégalais opposent ce projet. Non, là, vous faites l'élection avant l'élection. Je ne fais pas l'élection. Vous-même, vous avez constaté l'élan populaire qui accompagne Ousmane à chaque fois qu'il sort, à chaque fois même qu'il fait une déclaration. Vous-même, vous le constatez, Hassan. Mais élan populaire ne veut pas dire tempête électorale ou dans les urnes. Mais si vous êtes aussi confiant, permettez à Ousmane de participer à cette élection. Mais il faut... Permettez à Ousmane de participer à cette élection. Mais il ne remplit pas les conditions. Comment? Il ne remplit pas les conditions. Il ne les remplit pas. Il a été condamné définitivement. Non. Est-ce que Ousmane n'est pas aujourd'hui électeur? Non, le Conseil constitutionnel... Moi, ce qui m'étonne, c'est que votre propension à taper sur Ousmane Sonko, alors que... Non, mais on ne tape pas. Non, attendez, laissez-moi terminer. Alors que vous êtes là en train de voir un État qui ne respecte même pas les décisions de justice, qui ne veut même pas exécuter des décisions de justice. Ça, je ne peux pas le comprendre venant de vous. Non, mais non, on ne tape pas. Bon, oui. L'émission est terminée, on ne tape pas, mais moi je constate que Ousmane Sonko s'est auto-flagellé. Il s'est fait du mal tout seul. Vous êtes en train encore de taper sur lui. Quand vous dites qu'il s'est auto-flagellé, c'est que vous êtes en train encore de taper sur lui. Vous êtes en train de vous tromper également. Ousmane, il s'est battu. Il a résisté et il suscite autant d'espoir. Et les Sénégalais, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'ils changent leur pays. Et nous espérons bien qu'au lendemain du 25 février, ce pays-là amorcera un autre virage qui sera le bon cette fois-ci. Monsieur Sarré, le temps passe si vite. Les questions étaient dans le but un peu de vous faire sortir de vos gonds. Je sais. Merci infiniment d'être venu en ce dimanche sur e-Radio et ITV répondre à nos questions. Merci beaucoup, Hassan. Et merci également à tous les auditeurs et téléspectateurs qui restent tout le temps fidèles à E-Média. Passez un très bon dimanche.